Salut tout le monde, comment vous allez? Ouais, crevé un peu non? Je tiens à peine debout moi. Je vais peut-être m'asseoir au milieu de la conf si je suis trop crevé. Et ben écoutez, merci d'être venu là. Alors aujourd'hui on va parler effectivement de nombres aléatoires comme vous l'avez vu. Voilà le titre de ma conf. En anglais il est un petit peu différent, c'est comment je vais vous apprendre à générer des mots de passe et surtout je vais vous apprendre à comment ne pas en générer. Et ne pas reproduire certaines erreurs qu'ont fait certains très grands noms que voilà je vais name dropper. Euh, sur ce truc-là, notamment, voilà, on va raconter un petit peu la petite histoire d'une grosse vulnérabilité de sécurité qui a porté le nom CVE 2020-27020. Et donc, pour commencer, je vais me présenter rapidement. Mathis Hamel, je travaille donc pour une boîte qui s'appelle Coding Game. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Coding Game? Trop bien, je vous adore. Bah écoutez, j'en profite pour toucher deux mots sur Coding Game et après on n'en parle plus. Donc on a une plateforme en fait pour apprendre à coder, pour s'améliorer en algo de manière gamifiée. Donc là par exemple c'est un jeu où vous jouez en 1v1 contre un autre joueur. C'est une espèce de méta morpion. Et donc il faut essayer de gagner l'adversaire en gagnant les plus petites cases, etc. Et donc c'est uniquement piloté avec du code. Donc vous implémentez des IA et ça agit, ça interagit en direct sur l'écran. On a aussi une solution qui est un petit peu moins connue, mais qui peut, pour une grande partie d'entre vous, vous aider, notamment pour les recrutements tech. On a une solution de screening, donc d'évaluation des devs avant des recrutements. Donc on donne un joli rapport, on leur fait passer un petit jeu, etc. Et en fait on teste les compétences de manière assez fiable. Alors, on va commencer d'abord, donc on va parler de génération de mots de passe notamment, et voilà, je profite pour faire que vous soyez tous là pour vous faire un petit training cybersécurité. Pourquoi est-ce qu'on utilise un gestionnaire de mots de passe? Bon, la réponse, c'est contenir les attaques. Alors, on va regarder trois petits cas de figure. Donc, admettons que j'ai des comptes. Voilà, j'ai un compte dans la base de données Facebook, dans la base de données Coding Game, dans la base de données Twitter. Bon, normalement, on ne stocke pas les mots de passe en clair, mais admettons. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui veut m'attaquer, quelqu'un qui veut me pirater, poster des posts sur Facebook à ma place. Il a juste à deviner mon mot de passe si j'ai des mots de passe tout pourris comme ça, là, Facebook, Coding Game 2021, etc. Donc ça, bon, ne faites pas ça. Mettez au moins des mots de passe qui ont une certaine complexité, comme ce mot de passe là par exemple. Donc ça c'est notre cas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On va avoir donc un mot de passe sécurisé. Celui-là, un attaquant, il ne peut pas le deviner, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un attaquant qui arrive à compromettre Twitter, par exemple, hop, qui arrive à intercepter tout ce qui passe, en gros, entre la couche HTTPS et la couche de hachage de la base de données. Les mots de passe, ils transitent en clair sur le serveur à un moment ou à un autre. On me vole mon mot de passe. Qu'est-ce qu'il peut faire l'attaquant? Réutiliser sur les deux autres serveurs. Et donc, bah, en fait, je suis compromis, mon périmètre est compromis. Tous mes comptes qui utilisent ce même mot de passe, même s'il est fort, ça suffit pas. Alors, petite sidetrack sur les reventes de mots de passe. Il y a des sites qui permettent d'acheter en fait des bases de données de mots de passe. Donc des hackers qui craquent des bases de données. Typiquement LinkedIn en 2013, il y avait 700 millions de comptes là-dedans. Ça se revend sur une espèce de marché noir des mots de passe. Est-ce qu'on a des gens qui s'y connaissent un peu? Est-ce que vous devinez combien ça vaut à peu près un dump de 10 millions d'adresses email et mots de passe correspondants sur un site quelconque sur le marché noir? Est-ce que vous avez des idées un petit peu de combien ça pourrait coûter? 30 euros? 300? 100? J'entends des 1000 dollars. On tourne en général autour de 5 à 10 dollars pour 10 millions de creds. Souvent même en fait c'est 5 à 10 dollars sur les premiers jours et après il y a quelqu'un qui l'achète et qui le met en dispo sur Red Forums qui n'existe plus donc j'ai le droit de le dire. Voilà. Et donc pour ça, alors si vous voulez vous tester, il y a des bases de données du coup qui ont fuité dans la nature et qui sont alors soit achetées, soit même qui sont complètement publiques entre guillemets. Voilà, moi vous allez voir mon adresse mail, j'ai mon mot de passe, il est 6 fois dans la nature. Alors si vous allez acheter les bases de données correspondantes, vous aurez le mot de passe que j'utilisais partout en 2013. Deuxième truc, si vous avez acheté un mot de passe Netflix, Spotify, quel qu'il soit, sur un site un peu shady qui vous les propose à moitié prix ou quoi, les comptes, vous voyez qui sont verrouillés régulièrement, etc. Ça, c'est illégal aussi, hein. C'est probablement des trucs qui viennent de ces listes-là et les hackers, ils achètent des énormes listes de mots de passe, ils les testent sur Netflix. Sur 1 million d'utilisateurs, s'il y a même 1%
des utilisateurs qui utilisent le même mot de passe sur le site piraté et sur Netflix, bah ça nous fait 10 000 comptes Netflix à revendre. Voilà, et donc c'est des trucs qui sont aussi illégaux bien sûr à utiliser, donc évitez d'utiliser ce genre de trucs. Alors, troisième cas de figure, on a du coup maintenant j'ai des credentials qui sont forts et qui sont variés. Variés dans le sens où c'est un mot de passe différent à chaque fois. Là, bah, Twitter se fait compromettre, bah, j'y peux rien. Là, il y a accès à mon compte et voilà, espérons que le service s'en rende compte et bloque les accès. Mais du coup, là, je suis sécurisé. Donc effectivement, vous voyez que l'attaque a été entre guillemets contenue. Cette explosion-là, elle est restée enfermée sur Twitter et ça n'impacte pas le reste de ma vie. Voilà. Alors, statement. La sécurité des mots de passe, on l'aura jamais, vous ne l'aurez pas sans avoir un bon gestionnaire de mots de passe. À moins que vous vous souveniez par cœur des centaines de mots de passe qui font 30 caractères de long. Si jamais vous voulez savoir ou non si vous pouvez vous passer d'un générateur de mots de passe, s'il y a quelqu'un ici qui se souvient du mot de passe que je montrais à la slide précédente, vous avez le droit de vous en passer, je vous donne un feu vert. Bon, après des niveaux de protection avancés, donc l'authentification de facteurs, c'est bien, enfin ou multifacteur, ça c'est bien contre le phishing. Rotation des mots de passe aussi, notamment sur des comptes partagés, donc changer régulièrement les mots de passe. Éviter en fait que quelqu'un qui ait eu accès à votre compte à un moment puisse conserver cet accès indéfiniment. Couper les accès régulièrement du coup. Voilà. Bon, voilà, je vous ai montré que les gestionnaires de mots de passe c'est très bien, c'est très cool et ça permet de faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe si on a un générateur de mots de passe, un gestionnaire de mots de passe, qui lui-même est buggé, qui lui-même a des failles. Et bon, spoiler alert, on va en voir aujourd'hui. Alors on a un gestionnaire de mots de passe, c'est relativement simple. Le design le plus élémentaire, c'est on a un truc qui génère des mots de passe. Donc voilà, on n'a pas envie, quand on doit créer un nouveau compte, de devoir aller taper 20 caractères au hasard, il le fait à notre place. Et on va avoir une deuxième partie qui va être comment on chiffre les mots de passe pour pas qu'ils soient stockés en clair sur le disque. Parce qu'on pourrait juste avoir voilà, un fichier TXT sur son bureau où on stocke tous nos mots de passe, mais ça, effectivement, c'est pas sécurisé non plus. Il faut avoir généralement, on a un mot de passe maître qui permet de chiffrer et de déchiffrer la base de données et qui fait en sorte que les mots de passe ne soient pas stockés en clair sur le disque dur et évite de transiter en clair trop longtemps dans la RAM. Voilà. Ça nous fait du coup seulement 2 composants à sécuriser, c'est super facile, mais ça, quand il y en a un des deux qui foire, ça foire vraiment fort. Petit exemple, alors s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent KeePass, voire même qui utilisent KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe open source, c'est du C#. Ça c'est un extrait de code de KeePass. C'est la fonction qui génère un caractère. Donc on lui file en entrée un char set, donc un ensemble de caractères parmi lesquels on va tirer, et une source d'entropie, donc une source d'aléatoire. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si y a bien au moins un caractère dans notre char set, sinon on ne peut pas tirer un caractère dans un char set vide. Et ensuite, on va tirer un entier aléatoire entre 0 et la taille de notre jeu de caractères, et on va return l'élément qui correspond à cet index. Pour générer un mot de passe, c'est la même chose. En fait, on fait une boucle et on appelle generate character en boucle. Elle est juste ici, là. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment les vrais rockstars font des générations de mots de passe. Quand je dis rockstar, c'est ce genre de rockstar, pardon. Voilà. Bon, c'est un sujet un petit peu d'actualité. Kaspersky, donc une entreprise russe. À savoir que la conf, je l'ai préparée avant l'invasion en Ukraine et tout ça, mais voilà. C'est malheureux, c'est sur eux que ça tombe. Et bon, ils avaient qu'à mieux coder. Alors, eux, ce qu'ils font pour générer un caractère aléatoire, un truc un peu mystique, au lieu de générer un entier entre 0 et la taille du char set, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 entiers, donc avec random.random, c'est du pseudocode, hein, c'est pas le code exact, mais c'est exactement comme ça qu'ils font derrière. Ils tirent du coup 2 nombres flottants entre 0 et 1, ils les multiplient entre eux, et après ils castent ça en int, et ils prennent le caractère qui correspond à cette position-là. Donc ça revient quasiment à la même chose, hein, on va tirer un index au hasard, sauf que là, cet index-là, on va l'obtenir en multipliant 2 nombres entre eux. Alors ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est un tirage uniforme? Est-ce qu'on aura autant de chances d'avoir le premier caractère que le deuxième, que le troisième, etc. Il s'avère que absolument pas.
Le premier caractère, il a énormément de chances d'être tiré. Il a à peu près 15% de chances d'être tiré si on lui dit juste de générer un mot de passe avec des lowercase. Le premier caractère du charset, il va être vraiment très très fréquent et le dernier, il va quasiment jamais tomber. Alors, est-ce que ça c'est une backdoor? Probablement pas. Et je vais vous expliquer. Et cette slide qui demande si c'est une backdoor, vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois que vous allez la voir aujourd'hui. Ça va de pire en pire. Voilà, c'est pas une backdoor, mais c'est lié à des raisons justement défensives. Alors, KPM, ils utilisent, donc KPM c'est Kaspersky Password Manager. J'interchange un petit peu les deux. Ils ont en fait, au lieu d'avoir une table de caractères statique comme je le montrais là avec A, B, C, D, E, F, etc., ils vont avoir un charset qui est dynamique. Ce charset, dès qu'on a tiré un caractère, avec cette distribution de probabilité bizarre, on va le mettre à la toute fin de la liste. Donc ça veut dire qu'il va avoir très peu de chances de retomber une deuxième fois, surtout dans le voisinage proche. Là, du coup, ça fait une espèce de distribution de probabilité qui change au cours des tirages. Et donc, au lieu de faire de l'aléatoire vraiment uniforme, le KPM, il va biaiser vers ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler des caractères non humains, c'est-à-dire par exemple le K, le X, des caractères qui peut tomber dans des mots de passe qui sont créés par des humains. Il y a une raison derrière ça, c'est pour en fait un petit peu faire bugger entre guillemets ou se défendre mieux contre les logiciels qui permettent de craquer des mots de passe qui sont basés sur généralement des chaînes de Markov. Alors je vais vous expliquer un petit peu dans les quelques slides qui suivent ce que c'est un craqueur de mots de passe basé sur du Markov. Ce qu'on fait pour craquer des mots de passe, alors soit on a une énorme liste de plein de mots de passe, de plusieurs centaines de millions de mots de passe. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va tous les essayer un par un. Mais ça implique d'avoir des très très grosses listes, notamment si vous installez Hashcat, John the Ripper et tout ça. S'ils avaient ça, ça impliquerait que le package sous Linux, il fait des gigas et des gigas pour stocker plein de mots de passe préfabriqués. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apprendre des règles. Notre logiciel pour craquer des mots de passe, on va lui apprendre des règles de à quoi ça ressemble un mot de passe qui est généré par un humain. Enfin, à quoi ça ressemble un mot de passe en fait. Et donc généralement, comme ils sont créés par des humains, voilà, on va lui faire apprendre des règles. Par exemple, TH, on suppose que voilà, les Anglais ils mettent ils peuvent faire un peu de lead speak, mettre un 3 et tout ça, mais généralement, on voit qu'une règle, dans pas mal de cas, quand on a un TH dans un mot de passe, derrière on va avoir une voyelle. Le 2 par exemple, ça peut être 2 suivi de 0 de 2 pour faire 2022. Voilà. Les gens qui aiment bien mettre 2022 à la fin des mots de passe, ça, normalement, les bons craqueurs de mots de passe savent générer des patterns qui suivent aussi un peu cette trend-là. Et donc, une fois qu'on a appris ces patterns, alors on fait ça, donc je vous laisse aller vous documenter sur ce que c'est les chaînes de Markov si ça vous intéresse. Avec ça, une fois qu'on connaît ces règles, on peut générer des mots de passe aléatoires qui simulent des comportements humains et pas juste des trucs où on prend des caractères au hasard. Donc ça c'est pas mal pour craquer plus vite des mots de passe sans avoir une énorme liste, juste on a une espèce de liste de règles comme ça assez simple qui va nous permettre de générer plein de mots de passe à la volée. Donc en prenant des lettres rares, ce que fait le KPM, c'est que il va faire en sorte que les modèles de Markov qui vont être générés par ces craqueurs de mots de passe là, pardon, les mots de passe qui sont générés par les modèles de Markov, des craqueurs de mots de passe, ils vont très rarement utiliser ces lettres-là et surtout peu d'affilés, etc. Ce que ça fait du coup, c'est que on va. Alors là, je vous montre un petit peu un graphique un peu fait au doigt mouillé. À quel point il y a de l'aléatoire, donc c'est-à-dire que voilà, l'entropie en ordonnée, c'est à quel point le mot de passe a de l'aléatoire, donc des nombres de bits d'entropie, on appelle ça. Donc on voit que KPM, il est un peu moins aléatoire qu'un mot de passe généré purement uniformément, mais la difficulté qu'aura une chaîne de Markov pour craquer ce mot de passe là sera un petit peu augmentée. Voilà, donc on suppose que c'est lié à cette raison, que c'est pour ça que le KPM utilise une espèce de tirage aléatoire un peu zarbi. Bon, c'est cool hein, de sacrifier de l'entropie pour gagner de l'efficacité contre les générateurs de mots de passe. Mais en fait, si on sait que notre cible elle utilise si on sait qu'elle utilise le KPM, on pourra juste faire un modèle de Markov qui est spécifiquement fait pour craquer des mots de passe générés par ce générateur-là. Et voilà, on a complètement contourné la pseudo-solution de Kaspersky.
Et en fait, on se rend compte que si on a un mot de passe qui est complètement, donc qui est avec un tirage uniforme standard, suite qui passe qu'on a vu par exemple, 16 caractères, complètement uniforme, vous le pétez pas hein, avec un Markov ou, ou sans Markov. Si vous avez aucun autre indice, ça se brute force pas. Donc en fait finalement, bon, un petit peu con. Mais voilà, bon, c'est pas le dernier de nos soucis. Je vous assure que celui-là, il est assez minime, mais ça nous donne un petit peu des insights sur à quel point ils ont considéré la sécurité en créant ce produit. Alors, on va parler maintenant de PRNG, donc générateur de nombres pseudo-aléatoires. Leur but, il est tout simple. C'est une brique logicielle, c'est un petit algorithme. Il y en a plein, il y a plein d'implémentations différentes de PRNG. Quand vous utilisez random en Java, en Python, en C, en quoi que ce soit, vous utilisez sous le capot un PRNG, /dev, /random aussi, c'en est un, etc. Ça génère des bits aléatoires. Alors ces bits, on peut les formater un petit peu comme on veut. Après, on peut les transformer en nombres, on peut en faire des caractères, etc. Mais voilà, leur but, c'est de faire des bits qui n'ont pas de lien apparent entre eux. Et du coup, on va avoir plein de variantes, plein d'implémentations différentes. Plein de PRNG ont une implémentation qui est complètement pourrie. Alors, c'est rapide, c'est cool, mais c'est faible, c'est prévisible. On peut en fait, en récupérant un certain nombre d'outputs d'un générateur de nombres aléatoires, on peut prédire tous les nombres qui vont suivre. Donc voilà, ça peut servir. Alors généralement, c'est connu, hein, c'est un truc, c'est reconnu, vous allez voir. Suite Java. Suite Java, il marche comme ça. C'est un LCG, donc un générateur congruentiel linéaire. Alors le nom est plus compliqué que le fonctionnement. Le fonctionnement, on prend x0, c'est un nombre de base, on prend une seed, c'est une graine. Généralement, alors ce que font pas mal de langages, c'est de faire une espèce de générer un nombre à partir de l'heure actuelle, par exemple, ou des choses comme ça, histoire d'avoir un peu cette valeur-là d'initialisation. C'est con parce que pour initialiser un générateur de nombres aléatoires, comme les algorithmes sont déterministes, pour générer de l'aléatoire, on ne sait pas en faire. C'est pour ça qu'on appelle ça du pseudo-aléatoire. Et donc voilà, on cherche un peu des sources d'aléatoires pour commencer, et ensuite on utilise un algorithme pour générer la suite. Donc on prend x0, c'est le premier nom, c'est notre graine. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la valeur suivante? On prend, alors, vous voyez, on a x0, en fait il est réutilisé là, c'est voilà, une suite définie par récurrence. Petit rappel de première S pour ceux qui s'en souviennent encore. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre nombre, on le multiplie par une constante A, on ajoute un autre nombre C, donc ça c'est A et C, c'est deux constantes qui sont définies dans le langage, c'est toujours les mêmes, c'est des trucs qui sont publics, hein. Et après on prend modulo M, alors généralement ça veut dire on prend les 32 derniers bits par exemple, on garde que les 32 derniers bits, sinon bah, ça devient très très grand, ça devient des très très grands nombres, donc on met le modulo M pour garder juste un certain nombre de bits, et donc ça nous permet de générer le nombre suivant. Le nombre encore suivant, xn plus 2, et bah du coup on va juste remultiplier xn plus 1 par A, on va faire plus C, et on garde les 32 plus petits bits. Et on fait ça en boucle, et donc ça nous génère donc x1, x2, x3, x4, etc. Ça va être les nombres qui vont être produits par notre générateur de nombres aléatoires. Bon, ce qu'on peut voir, c'est si on arrive à un moment à récupérer un seul des outputs du LCG, donc si on arrive à récupérer x800, et bah nous de notre côté, on connaît les constantes A, C, M. On a ces trois constantes là, il nous manque juste xn. Si on arrive à récupérer ça aussi, on peut générer xn plus 1 de notre côté, on peut générer xn plus 2, etc. Et donc on peut prédire exactement les mêmes nombres que le générateur va nous sortir. Voilà. Alors, je vous fais une petite démo de ça. Donc en Java, c'est un LCG. J'ai aussi la version JS qui utilise un générateur de nombres aléatoires un poil plus compliqué, qui s'appelle XORShift 128+. Mais voilà. Je vous laisse le choix. Qui veut voir le RNG de Java se faire exploser? Ok, plein de haters de Java, je vous aime. Et qui pour JavaScript? Ah, vous êtes moins. Ah, pourtant, j'aime moins le JavaScript. Allez, on va faire du Java. Alors, attendez, bon, je vous explique juste ce que fait mon code vite fait. Ça, c'est le code qu'on va chercher à exploiter, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du coup une source de nombre aléatoire. Donc ici, je fais new random. Ici, donc j'utilise la classe random de Java, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Je dis devinez les nombres que mon random prédit. Donc je lis le guess, je vais devoir rentrer au clavier des nombres. Je génère un secret, donc c'est un next int, c'est un entier de 32 bits.
Et si le secret vaut le guess, je dis ouais bravo, et sinon je dis bah non je voulais ce nombre là. Et donc là c'est là qu'on peut leaker, une valeur du LCG. Alors en pratique en fait en Java, je vous ai un peu menti, le LCG il faut leaker 2 valeurs consécutives, enfin même 2 valeurs quelconques en fait, pour que ça marche. Mais c'est lié à une petite subtilité. Hop. Alors, je lance un codeur pad pour avoir du coup le code. Donc ça run en ligne, hein, je triche pas, c'est pas une version modifiée. On va le run. Alors, est-ce que quelqu'un veut me faire une proposition de nombre là? Attendez, on va faire un truc. Je crois que c'est des nombres de 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous êtes combien sur la première rangée? Bon, on s'arrête. Je vais prendre un chiffre par personne dans l'ordre et on va essayer. Vous allez essayer de deviner ensemble le nombre là. Vous allez voir, on a à peu près une chance sur 2 puissance 32. Si vous le devinez, je coupe tout, je m'en vais. Hein. Allez, je vous écoute. 6. Ouais, encore 3. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On est prêt? J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Cette démo, je l'ai faite des dizaines de fois. Mais vous avez exploité mon truc. Ah, je pense que je sais. Vous avez peut-être mis un nombre un peu trop grand. Je pense qu'on a overflow les nombres de 32 bits. Du coup, bon, je vais paste, mais sans le dernier chiffre. Ok, bon. Ouais, désolé, c'était pas loin. Vous aviez tous tort, je crois. Mais il y a un 2, 3 à la fin. Bon, ok, allez, je le reguesse une deuxième fois. Et on va voir. Hop. Ah, non plus. Bon. On a nos deux nombres aléatoires qu'on a du coup réussi à faire fuiter. Du coup, normalement, on va pouvoir prédire la suite. Alors, ici, je vais utiliser un petit POC. Alors, le POC Java, il est tout simple. Hein. On récupère ça. Alors, juste, il y a un petit truc de. Il faut brute forcer l'acide. Ah, c'est peut-être pas en très gros. Bon, c'est pas très grave. Mais il faut juste brute forcer un petit bout de l'acide et on est bien. Alors, ouais, je l'ai déjà fait. Tac. Je prends le deuxième ici. Ok, donc là il a retrouvé l'acide, donc qui est calculé à peu près à partir du timestamp. Dans les dernières versions de Java ça a un petit peu changé. Et donc là le prochain nombre ça va être celui-ci. Et ça normalement vous voyez donc avec juste deux outputs qu'on peut récupérer sous cette forme ou sous d'autres. Hein. Hop, voilà on a réussi à péter le RNG de Java. Hop, merci. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai écrit en tout petit, celui-là, il est spécifiquement nul. En C, en JS, etc., ils sont un poil plus complexes. Mais du coup, ils sont un poil moins rapides. Parce que ça, vous voyez, c'est 3 opérations, hein, ça se fait super vite. Et c'est ça aussi qu'on va chercher chez un générateur de nombres aléatoires si on ne génère pas des secrets, en fait. C'est la performance. Justement, regarde, tu me donnes une super transition. Quelqu'un qui demande si ça aurait marché avec Secure Random. Effectivement, c'est dans le nom, ça n'aurait pas marché avec Secure Random. Si on a besoin du coup d'un random imprévisible, on va utiliser ce qu'on appelle un CSPRNG, donc Cryptographically Secure Pseudo Random Number Generator. C'est du coup un générateur cryptographique, donc à sécurité cryptographique. Généralement, c'est inclus dans des paquets crypto. Voilà, OpenSSL, je crois qu'ils en ont un. Dans à peu près tous les wrappers de paquets cryptographiques, vous avez une fonction pour générer des nombres aléatoires de manière un peu sécure. Parfois, c'est même intégré au langage. En Rust, en Go notamment, par défaut, le RNG, c'est un truc sécure. À croire que les créateurs de ces langages savaient ce qu'ils faisaient au niveau sécurité. Et sinon, voilà, vous utilisez par exemple en Java, c'est Secure Random. Je crois que c'est vraiment, il n'y a aucune différence. Juste au lieu d'appeler Random, vous appelez Secure Random. Il y a plein d'implèmes différentes. Voilà. Bon, un générateur de mots de passe, qu'on se mette bien d'accord, bah, on a besoin d'utiliser un CSPRNG. Ce serait irresponsable d'utiliser un PRNG. Alors, chez Kaspersky, ils utilisent ce magnifique CSPRNG qui s'appelle Mersenne Twister. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un super générateur de nombres pseudo-aléatoires.
qui est ah mince, ils sont pas cryptographically secure en fait. Voilà. Alors Mersenne Twister, lui c'est pas seulement deux outputs qu'il nous faut, c'est 623. Mais dans certains cas d'attaque, on peut réussir à faire fuiter ce niveau-là d'entropie. Bon, le fait est que dans le générateur, alors ça c'est des trucs qui ont été patchés en 2020, c'était quand même assez récent, c'est des trucs du coup qui étaient présents dans le générateur de mots de passe de Kaspersky. Voilà, bon, une fois de plus, est-ce que c'est une backdoor? Je pense pas non plus. Juste, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas travaillé le design de la sécurité chez Kaspersky sur ce produit-là en particulier, ce qui est un peu dommage. Voilà, on va voir on va parler maintenant de l'initialisation du générateur de nombres aléatoires. Donc, je vous en parlais un petit peu avant là quand on a vu dans le LCG de Java. On a un paramètre qui s'appelle la seed, donc la graine, qui est un peu la valeur initiale qu'on donne au RNG. C'est notamment parce que c'est des opérations qui sont déterministes. Donc, à partir d'une même entrée, un algorithme il peut produire qu'une seule sortie, il produit toujours la même sortie en fait, sauf dans de très très rares cas où on utilise du hardware spécialisé, des choses comme ça. Du coup il faut lui fournir en entrée déjà un petit peu d'aléatoire et après il va se débrouiller pour ça. Deux instances de RNG à qui on va donner la même seed, elles vont produire exactement la même séquence d'output. Ça peut être assez pratique, notamment si vous débuguez des choses ou quoi, des process un peu aléatoires, vous répétez la seed et votre bug se reproduit exactement au même endroit et c'est quand même assez pratique. Voilà, je vous fais une petite démo en Python par exemple. J'initialise mon random avec 1, 2, 3, 4 comme seed. On peut mettre ce qu'on veut en Python comme init. Si on le met pas, il en choisit un par défaut. Et donc là, vous voyez, la première fois que j'appelle mon randint entre 1 et 10 000, il me produit 7221 puis 1915. Je re-initialise avec la même seed et ça le remonte au début, quoi. Ça le met 7221, 1915, les mêmes nombres. Et donc cette seed là, c'est super important aussi de la garder sécurisée. On ne peut pas, avec un générateur de nombres aléatoires, travailler avec n'importe quel seed parce qu'une personne qui met la main sur votre seed, alors en supposant que vous générez des données secrètes, hein, une personne qui met la main sur votre seed, bah, elle arrive finalement à générer le même procédé que vous et générer exactement les mêmes nombres si elle a aussi votre algo. Donc généralement, alors dans un CSPRNG, donc les générateurs de nombres aléatoires cryptographiques, ceux-là ils se débrouillent eux-mêmes, ils font leur truc, ils font leur tambouille, ils utilisent plein de données, typiquement il y en a qui font avec les mouvements de la souris, il y en a qui vous demandent de taper des trucs aléatoires au clavier, il y a plein de méthodes différentes, beaucoup qui se basent sur des données du système qui sont hautement volatiles et variables, quoi. Notamment je crois que c'est le nombre de paquets qui ont été traités par la carte réseau, des choses comme ça. Donc voilà. Chez Kaspersky, alors comment ils font ça comment ils font pour générer leur seed? Bon, déjà on sait qu'ils utilisent un RNG qui est pourri. Ils ont un truc, alors ils disent voilà, si la seed qui est fournie elle vaut 0, alors on utilise le system time. Bon, c'est pas vraiment recommandé, mais c'est pas grave parce qu'ils doivent passer une seed là-dedans qui est customisée, qui est calculée autre part. Et ensuite, voilà, on voit qu'ils initialisent ce joli petit truc là, MT19937, c'est Mersenne Twister, donc c'est le générateur de nombres aléatoires qui est par défaut dans plein de langages, dans C et dans Python notamment. C'est celui-là, et c'est aussi celui qui est utilisé dans Boost, la lib utilisée par le KPM. Et voilà, et ensuite, une fois qu'il a initialisé son générateur de nombres aléatoires, là, donc mtrand, il le passe au generate random password qu'on a vu plus tôt, et ici il le fournit à cet endroit-là. Donc où est-ce qu'elle est là, cette petite seed là qui est passée? On va retrouver l'algo qui permet de le générer. Voilà, je vous laisse 2 petites secondes de lecture. Effectivement, non, la seed n'est pas générée de manière très intelligente parce qu'ils utilisent time 0 accessoirement, donc c'est le timestamp, le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 70. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne à une seconde donnée 2 personnes sur Terre qui utilisaient le Kaspersky Password Manager pendant plusieurs années. S'ils généraient le même mot de passe, s'ils généraient un mot de passe en même temps, à la même seconde, ça leur donnait le même mot de passe. Ça nous donne aussi un autre truc. Dans une année, ça fait 31 millions de secondes. Ça veut dire qu'il n'y a que 31 millions de secondes, 31 millions de mots de passe différents qui peuvent être possiblement générés, alors en supposant qu'on garde les paramètres par défaut, par ce générateur de mots de passe là.
Donc voilà, ça se brute force en moins d'une minute, hein, ce truc-là. Donc en fait, euh, c'est un gestionnaire de mots de passe qui était complètement troué, qui générait des mots de passe voilà, ultra faibles et qui a visiblement jamais eu d'audit de sécurité avant d'être foutu en production. Voilà. Est-ce que c'est une backdoor? Une fois de plus, je ne pense pas, surtout avec tout ce qu'on a vu avant. Mais c'est vraiment dégueulasse et j'espère que les créateurs et les devs de ce truc-là, on les autorisera plus jamais à s'approcher d'une primitive cryptographique. Alors, si on fait un petit bilan de tout ça, donc CVE 2020-27020, donc qui est l'advisory publié donc par les entités d'advisory de sécurité. Alors le chercheur qui a trouvé ça, il a eu un bounty de 10 000 balles. Honnêtement, c'est pas grand chose pour la faille quand même qui a été mise en lumière. C'était un Français d'ailleurs. Je crois que c'est un gars de chez Ledger. Voilà, bon, les utilisateurs, on a dû leur dire, j'imagine, de réinitialiser tous leurs mots de passe. Moi, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui m'envoie un mail en me disant bonjour, changez tous vos mots de passe. Je pense que voilà, je vais changer de crèmerie. Donc dégâts sur la réputation à peu près inestimables et bah, potentiellement des procès. Alors j'ai pas trop suivi, mais on peut se dire que voilà, si un utilisateur faisait confiance à Kaspersky pour gérer ses mots de passe, se fait poutrer son compte à cause de ça, bah potentiellement ouais, l'entreprise peut être tenue responsable. Alors je suis pas juriste, j'ai pas regardé s'il y a eu vraiment des suites à ça, mais voilà, c'est un gros risque légal aussi vis-à-vis de l'entreprise. Voilà. Alors, pour conclure tout ça, je finis un peu en avance, mais on aura le temps de discuter, ou alors vous aurez le temps d'aller boire un café après. Bon, je vous schématise de manière très globale, vous le connaissez bien mieux que moi, je ne suis plus dev depuis des années, un peu le life cycle de développement logiciel. Donc voilà, on commence la nouvelle feature, le nouveau produit, on le commence toujours, il y a une idée, on va le coder, on va le tester, il y a de la revue, enfin, apparemment pas chez Kaspersky, mais c'est autre chose. S'il y a des Russes dans la salle, je suis plus là après, hein, me retrouvez pas. Voilà, on déploie, on monitor, dev, ops, voilà, tout le tralala. Si on trouve une erreur à cet endroit-là du process, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et ça coûte cher parce que voilà, il faut gérer les dégâts vis-à-vis des utilisateurs. Alors, quand je dis des erreurs ici, ça peut être des erreurs sur la cybersécurité, mais ça peut être sur plein d'autres trucs, hein. Ça peut être bah, voilà, des bugs que vous allez, qui vont passer toutes les mailles du filet, qui vont se retrouver en prod, etc. Mais des erreurs qui sont à ce niveau-là du pipeline, ça coûte cher, ça coûte du temps et c'est chiant. Des erreurs qu'on trouve à ce stage-là, ça va être beaucoup plus agréable. On va pouvoir corriger le tir très rapidement. Donc voilà, un peu la philosophie qu'il faut essayer d'adopter au plus possible, c'est bah, d'intégrer alors de la sécurité notamment, mais pas que, hein, ça peut être aussi bah, voilà, de la review, etc. Mais la sécurité, il faut essayer de l'intégrer à vraiment toutes les étapes de votre projet de développement logiciel parce que oui, peut-être qu'il y a une erreur qui peut être attrapée que à l'étape par exemple de test, qui ne peut pas être facilement trouvé au moment du design, etc. Mais bah, si vous n'avez pas de filtre, de trucs qui vous disent attention, il y a un souci quand vous passez l'étape de test, bah, votre bug il avance, et puis bah, au bout d'un moment, vous êtes foutu. Donc plus vous l'attrapez tôt, donc plus vous mettez de filtres pour attraper les erreurs, mieux vous allez vous porter. Alors ces trois termes qui un peu sont en globi-boulga en ce moment, qui sont utilisés notamment chez des sociétés de conseil, mais qui ont une vraie signification. Le security shift left, donc effectivement on l'a vu, je reviens encore un peu en arrière, le security shift left, donc la sécurité, on va essayer le moins possible la mettre au niveau de la prod, mais le plus possible la mettre à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi surveiller la prod, etc. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer à toutes les étapes, notamment DevSecOps, donc mettre la sécurité dans le DevOps, et Security by Design aussi. Alors ça, il y a quelques subtilités, mais on y revient. Voilà, ces trois termes-là, c'est un petit peu le résumé de tout ça. Voilà. Et je vais vous quitter sur une citation de Robert Hanlon, donc qu'on appelle aussi le rasoir de Hanlon. Voilà, c'est qu'il ne faut pas attribuer à de la malveillance ce qu'on peut expliquer par de la stupidité humaine. Et voilà, j'ai essayé de le faire au plus possible pour Kaspersky et j'espère que vous saurez avoir ce même œil. Merci.
Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pierre? Je répéterai, t'inquiète. Ouais, alors la question porte sur le gestionnaire de mot de passe de Firefox qui est synchronisé entre plusieurs postes. Euh, Sincèrement, je ne l'ai pas testé, j'ai pas audité le système. Bon, comme c'est majoritairement de l'open source et tout ça, j'ose espérer qu'il y a des choses qui ont été faites, mais après, bah, typiquement, voilà, je sais que Chrome au moins passe par des primitives, notamment sur Windows, qui sont elles-mêmes pas très sécurisées et qu'on peut aller dumper tous les mots de passe. Voilà, donc je saurais pas trop quoi en penser. J'imagine et voilà que tous les gestionnaires de mots de passe sur le marché qui sont à peu près utilisés ont été au moins scrutés un peu, mais bon, la preuve que en 2019 on trouve encore des gros trucs comme ça quoi. Voilà. Bon, je botte un peu en touche, désolé. Oui, je suis personnellement chez Dashlane. J'ai un copain qui travaille là-bas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, tout au fond. Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui pose une question au fond, je l'entends pas. Ouais, alors bon, la question porte sur le passwordless, l'utilisation de l'OTP, de la biométrie. Euh, L'avenir du mot de passe, moi je pense que le mot de passe il a un avenir assez radieux, hein. Enfin, ça va pas s'arrêter et notamment pas du jour au lendemain. Effectivement, on a des initiatives des trucs un peu SSO, de l'authentification biométrique, mais une fois de plus, la biométrie ça doit pas être considéré une empreinte digitale, c'est pas un mot de passe, c'est un nom d'utilisateur avant tout, parce que bah on peut pas en changer. Et donc voilà, il faut pas considérer que c'est une barrière de sécurité. Après, oui, pour déverrouiller son téléphone portable, pourquoi pas, si on n'a pas de données trop sensibles et tout ça. Mais voilà, cette histoire-là euh, de passwordless et notamment via des mesures biométriques, euh, personnellement, je leur fais pas particulièrement confiance comme mécanisme d'authentification forte. Ouais, juste ici. Alors les générateurs hardware, ça dépend. Donc les générateurs de nombres aléatoires hardware, il y a plein de fonctionnements différents. Alors par exemple, bon alors chez Cloudflare c'est assez connu ça. Vous avez certainement déjà vu des photos. Ils ont une caméra qui est pointée vers un mur de lampe à lave. Alors ça leur fait pas la source de nombres aléatoires d'entropie directement, mais ils s'en servent effectivement partiellement. Notamment si vous allez sur, je crois, random.org, qui est un site voilà qui se revendique un peu faire du vrai random. Ça, en gros, je crois qu'ils ont pointé des antennes vers l'atmosphère qui captent du bruit électromagnétique. Et ça, on considère que c'est assez robuste et c'est pas. On peut difficilement l'attaquer pour inclure les données qu'on veut, parce c'est du bruit qui est infime. Voilà, il y a plein de méthodes différentes, mais voilà, généralement, même j'en parlais, slash dev, slash random, dev urandom et tout ça, sur Linux, on peut considérer que c'est sécure et que c'est vraiment très difficile à prévoir. Juste ici, ouais. Ouais. Alors la question porte sur la sécurisation du mot de passe maître des générateurs, des gestionnaires pardon, de mots de passe et comment on peut se prémunir parce qu'effectivement celui-là il doit être généré plus ou moins par un humain, en tout cas il est retenu par un humain, donc généralement on va effectivement mettre des choses. Un mot de- En fait les logiciels qui permettent de craquer des mots de passe, notamment ceux qui sont basés sur des chaînes de Markov et tout ça,
sur des mots de passe suffisamment robustes, ce qu'on recommande en fait, hein, une quinzaine de caractères, des chiffres, des lettres un peu partout, majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Euh, on n'est pas encore des étapes dans les puissances de calcul où on peut vraiment les craquer de manière fiable. Donc je pense que voilà, mettez pas un tout petit mot de passe en master password, mais parce que c'est vrai que la sécurité de tous vos mots de passe tient uniquement à ça. Mais une fois que vous avez ça et que vous le retenez, bah voilà, on est tranquille quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, bah écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour votre attention.